se poursuit. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Sur le front de la contre-offensive, Moscou est harcelé dans toutes les zones du pays, sur mer et sur terre. Elle a annoncé aujourd'hui avoir repoussé une attaque ukrainienne sur l'un de ses navires en mer Noire, près de 2 gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie. Regardez ce que dit le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d'attaquer à l'aide de 6 bateaux sans équipage à grande vitesse le navire Priazovier de la flotte de la mer Noire. Ces bateaux sans équipage, ce sont des drones marins. On sait que la Russie avait déjà rapporté une attaque similaire le 24 mai lorsque le navire de patrouille course avait été attaqué en mer Noire par des vedettes télécommandées dans cette zone. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons le général Patrick Dutartre. Bonjour. Bonjour Marie. Général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Patrick Gautra, bonjour. Diplomate, ex-ambassadeur en Pologne et au Portugal. Jean-François Boutors, bonjour. Bonjour. Essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue comme chaque dimanche dans le club de l'info. Et nous a rejoint Gaëtan Powys, bonjour, journaliste spécialiste des questions de défense à Air et Cosmos. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Justement, je vous pose la première question, Gaëtan Powys. Quel est l'intérêt d'utiliser ces drones marins pour attaquer l'ennemi, un bateau ennemi ? En fait, l'idée des drones marins aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer directement une attaque massive. On n'est pas sur 1 ou 2 missiles, on est sur vraiment des petits drones. Voilà, exactement comme on voit. L'idée, c'est de submerger les défenses du navire et espérer qu'il y ait un navire, un drone du coup, qui arrive à toucher la coque du bateau pour l'endommager ou au mieux le détruire. Est-ce que l'armée ukrainienne a compensé au départ un rapport de force qui lui était défavorable avec l'armée russe en développant des armes sur le terrain des nouvelles technologies et notamment sur le terrain des drones ? Oui, on l'a vu on l'a beaucoup vu même du côté des drones aériens et on l'a ensuite vu dans un deuxième temps du côté des drones marins. On a des attaques, la base navale de Sébastopol a eu une attaque de drones marins. Concrètement, c'est la base navale russe dans toute la mer Noire. Avoir des drones qui puissent s'introduire dans cette base, c'est vraiment un énorme problème pour les Russes. Et on voit d'ailleurs que les défenses, depuis ces attaques, les défenses à l'entrée du port ont été renforcées avec des navires de patrouille et même des blindés prêts à tirer sur le moindre navire, le moindre drone marin qui s'incrusterait au sein des défenses. On sait que la Russie, depuis le début de la guerre, utilise des drones kamikazes venus d'Iran principalement. D'où viennent les drones armés utilisés par les Ukrainiens ? Il semblerait que ce sont des drones justement créés ou du moins développés et construits en Ukraine. On est vraiment sur des drones made in Ukraine, à voir s'ils utilisent des technologies occidentales, mais ce serait étonnant puisque les technologies actuelles qui sont fournies aux Ukrainiens ne peuvent être utilisées contre des territoires russes. Maintenant, là, on est sur le cas d'un navire qui se trouvait en mer Noire. À voir, on a très peu d'infos sur ce sujet-là et les images, comme vous le montrez actuellement, ce sont les images du bateau et on a juste la coque du navire, la coque du drone et donc difficile à voir. Mais on est vraiment sur au minima des drones développés en Ukraine et construits en Ukraine. Gaëtan Powys, c'est la première fois que les drones armés, parfois des drones civils qui sont détournés en armes de guerre, prennent une place aussi importante dans une guerre. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel impact ça a pour les soldats, aussi bien les soldats ukrainiens que les soldats russes ? Mais l'arrivée des drones, qu'ils soient aériens ou maritimes, c'est vraiment une révolution sur le champ de bataille.
C'est pas nouveau dans le sens que ça fait quelques années que des drones civils avaient déjà été piratés, j'ai envie d'expliquer, par des terroristes en Syrie, par exemple. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est récent dans leur utilisation, mais là, on est sur une toute autre échelle. On est sur une guerre de haute intensité. On n'est pas sur quelques drones, on est vraiment sur une très large quantité de drones modifiés. Et là, par exemple, vous parliez des conséquences. Là, on est sur un navire de la classe Vishnia. C'est un navire de renseignement avec des capacités SIGINT et COMINT, donc un navire qui est capable de détecter les émissions radar, les émissions de brouilleurs, ou alors même les communications qui sont émises entre les Russes, pouvoir endommager, en pleine contre-offensive ukrainienne, pouvoir endommager ou même détruire ce navire, permettrait de diminuer les capacités de détection des Russes sur le long terme et donc de diminuer la capacité de connaître les intentions ukrainiennes. Gaëtan Powys, vous restez avec nous. Général, qu'est-ce que ça change pour les soldats, l'utilisation massive de ces drones désormais? C'est-à-dire que si on porte les choses à la limite, si vous voulez, on peut envoyer malheureusement une petite grenade ou une petite bombe par soldat. En fait, et malheureusement, c'est ce qu'on a observé à la fois au départ avec les drones turcs, c'était sur les chars. Là, on voit ça sur des bateaux. On voit les drones russes qui sont envoyés sur des cibles tactiques ou stratégiques et parfois malheureusement sur des zones civiles tous les jours envoyés par les Russes. Vous savez, l'histoire des drones, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est totalement nouveau, comme le dit très justement Gaëtan, c'est leur emploi généralisé et quelle que soit la taille du drone. Souvenons-nous, les premiers vrais drones, si vous voulez, offensifs, c'était les V1. En fait, c'était des bombes volantes en fait, qui étaient envoyées sur Londres par l'Allemagne hitlérienne. Et aujourd'hui, c'est quelque part, on a un peu le même genre de choses, mais évidemment avec une précision bien plus importante et avec tout type de calibre. Vous avez malheureusement, vous avez l'emport, ce qu'on fait surtout développer les Ukrainiens, l'emport d'une grenade qui va aller se mettre dans une tranchée pour toucher un assaillant russe. Et puis vous avez donc les types plus lourds qui vont attaquer des chars, et puis des drones plus longue portée qui vont attaquer des objectifs tactiques et les missiles aussi longue portée, notamment les Storm Shadows, quelque part c'est un drone, enfin c'est un missile qui va être guidé par différents moyens et qui a une très longue allonge et une très grande précision. Heureusement pour les Ukrainiens, les Russes manquent de précision finale dans leur armement, mais malheureusement ça donne aussi beaucoup de dégâts dans la population civile ukrainienne. Jean-François Boutor. Ce que je rajouterais à ce que vient de dire le général Duterte, c'est une deuxième utilisation qui est, à mon avis, tout à fait majeure et qui change tout à fait la manière dont on fait la guerre. C'est que les drones d'observation qui se sont multipliés, qui sont extrêmement nombreux, et les Ukrainiens reconnaissent même qu'ils en perdent presque 1000 par semaine. 1000 par semaine. Hein. Je n'ai pas ce chiffre, mais il est très intéressant. J'ai entendu ça. Je vais dans votre sens parce que ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on avait essentiellement des drones de reconnaissance ukrainiens. Exactement. Et maintenant, on envoie des drones de reconnaissance russes. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Et aujourd'hui, en fait, on a, si j'ose dire, la transparence du théâtre des opérations. Avant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plus en plus du fait que les Ukrainiens mèneraient leur offensive davantage la nuit que le jour, parce qu'ils ont des outils d'opération de nuit qui sont plus sophistiqués que les Russes. Mais de jour, en réalité, on sait à peu près tout le temps qui est où, en permanence. Et donc, quand on a derrière de l'artillerie de précision, alors ça c'est encore un peu plus à l'avantage des Ukrainiens que des Russes, parce que, comme vient de le dire le général Duterte, la finalisation de l'artillerie n'est pas aussi bonne du côté russe. Tant mieux pour les Ukrainiens, mais ça rend très très compliqué de mener des offensives, et même des offensives de grande envergure. Et on en a vu les effets dans les premières images des contre-attaques qui ont été lancées ces derniers jours. Gaëtan Powys, c'est une guerre où l'usage des drones s'est généralisé. C'est une arme qui peut faire des dégâts terribles et qui coûte beaucoup moins cher. Oui, tout à fait. On a vraiment, pour l'instant, l'exemple le plus criant, c'est lorsqu'un drone, il y a quelques semaines de mémoire, un drone ukrainien qui coûtait à peu près quelques milliers d'euros, vraiment très légèrement moins de 5 000 euros, équipé de plusieurs grenades, est arrivé à la verticale du T-90M,
donc actuellement le char opérationnel russe le plus avancé, a largué ces fameuses petites grenades, qui là aussi, on est sur des petites munitions qui coûtent vraiment pas cher, et qui a réussi à mettre en feu le char en question, qui vaut plusieurs millions. On est vraiment sur des millions dépensés en feu, partis en fumée, par un drone qui vaut quelques milliers d'euros, qui a été légèrement modifié. Et donc, d'un point de vue économique, c'est aussi une révolution de ce côté-là. Il faut dire qu'il y a les Ukrainiens utilisent des drones chinois qui sont en vente libre qu'on peut acheter sur Internet. Ouais. Patrick Gautrin. Oui, moi je reviens sur le dernier exploit maritime. On avait enterré un peu vite l'Ukraine sur l'eau, puisque l'Ukraine n'a pratiquement, je parle sous le contrôle de mes collègues, n'a plus de flotte. Mais ils ont trouvé un procédé pas cher, sans doute plus utilisable pour donner aux Russes, je crois que c'est ça qui est important, une impression d'insécurité sur la mer Noire. Et peut-être qu'on assiste à un changement extrêmement important dans cette guerre, où les Russes avaient cru qu'ils feraient à peu près ce qu'ils voudraient dans cette zone, et ce n'est plus le cas. La preuve, aujourd'hui, avec cette attaque. Donc pour moi, sans vouloir prendre parti de façon excessive, mais enfin, je ne cacherai pas mes sympathies, c'est une assez bonne nouvelle que les Ukrainiens aient mené cette opération. Tout ce qui se passe, Arlette, montre qu'il faut être très prudent sur le terrain. Poutine annonçait un peu triomphalement il y a peu de temps le fait que la contre-offensive ukrainienne avait échoué à peine commencé. Oui, mais je crois que c'est ça, il y a vraiment la communication du Kremlin, Vladimir Poutine le premier ou d'autres, on a bien compris la stratégie, c'est dire les choses et dire à chaque fois l'Ukraine a perdu. Oui. Donc ils installent, voilà, il y a une contre-offensive, c'est Vladimir Poutine qui l'annonce le premier, et elle est en train d'échouer. Oui, il y a une attaque, mais elle n'a pas marché. Et on prend lieu par lieu, et à chaque fois, ils demandent. Donc l'idée est d'installer, au fur et à mesure, qu'ils sont en train de résister, ils sont en train de gagner. Si c'est pas vrai, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a à chaque fois... Pour le coup, c'est eux qui mènent la communication depuis quelques jours, depuis 48 heures, c'est eux qui mènent la communication. Alors, prudent, je pense évidemment c'est à dessein d'informer, guillemets, informer les Russes, mais c'est en tout cas, ils ont un petit coup d'avance et derrière, on est là pour corriger, mais en tout cas, c'est assez intéressant comme changement de stratégie. Permettez-moi de remercier Gaëtan Powys, journaliste défense, air et cosmos, d'avoir été avec nous et de nous avoir livré son analyse extrêmement précise. Merci beaucoup Gaëtan Powys. On va quitter la mer Noire pour repartir.